Merci vraiment parce que c'est très clair et je voudrais tout de suite venir, je dirais, à ce qui nous... J'utilise un nous, un collectif, hein, qui est censé être défini par un affect commun qui s'appelle ars industrialis, une multitude d'ars industrialiciennes qui s'intéresse à ces questions d'affect depuis son origine, puisque la base même d'ars industrialis, je vais jeter un petit coup d'œil sur son manifeste, c'est de dire que, en fait, l'économie est toujours une économie du désir. Mais que, ça c'est une première chose, très générale, trop générale pour être intéressante, mais que, deuxièmement, cette économie du désir, elle a connu au XXe siècle, pas pour tout le capitalisme, mais dans ce que j'appellerais moi la période fordiste du capitalisme, et par fordisme, j'entends pas tout à fait ce qu'on entend d'habitude. Pour moi, le fordisme, c'est pas un mode de production, c'est une organisation de la consommation. Basé sur un mode de production, bien entendu, mais l'essentiel pour moi, et je crois que c'est vrai pour tous ceux qui sont dans le fordisme, c'est plutôt l'organisation de la consommation. C'est quelque chose qui a développé une captation, vous avez parlé de capture des affects tout à l'heure, hein, c'est très important pour nous, ça, cette question. Captation de l'attention, c'est-à-dire à travers l'attention de l'énergie libidinale, j'introduis un terme freudien, qui a des effets destructrices sur cette attention. C'est-à-dire que nous considérons que les affects dont parle Spinoza, eh bien, ils sont fragiles et qui peuvent parfaitement être détruits. Et que les questions de désir, il faut les aborder du point de vue d'une économie libidinale. Terme qu'on attribue très souvent à tort à Jean-François Lyotard, qui n'est pas du tout un terme de Jean-François Lyotard, c'est un terme de Freud. C'est Freud qui a défini la libido comme une économie, et comme une économie d'épulsion, c'est-à-dire des affects. Les affects sont les produits d'une économie. Tout à l'heure, je me suis dit qu'en parlant, parce que ma langue a fourché vraiment de manière ridicule quand j'ai parlé de Spinoza et les sciences humaines, je me suis dit, on a dû faire un mot sur sa chaise. C'était vraiment assez ridicule, mais c'est intéressant. Bon, nous, en principe, on ne parle pas de sciences humaines ou de choses comme ça, même si j'ai dit, alors là, un peu par ironie, parce qu'on était aperçu en fait, que la philosophie, on pourrait l'inscrire dans les humanités. Qu'est-ce que c'est que les humanités? Il y aurait beaucoup à dire sur ce mot d'humanité, qui est un mot qui surgit finalement très tardivement. C'est un mot qui vient remplacer, selon moi en tout cas, le nom de ceux qui s'attachaient à l'époque grecque à la scolée et de ceux qui s'attachaient à l'époque romaine à l'osium. Et puis à partir de cette période de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance, on arrive à quelque chose, tout à coup on parle d'humanité. Humanités qui sont évidemment dans un certain nouveau rapport à la croyance, hein, une certaine émancipation aussi par rapport à un certain système de croyance. Après ça arrive Spinoza. Pour moi, Spinoza, dont je ne suis pas un grand connaisseur du tout, mais que j'ai quand même lu évidemment, la première fois que je l'ai lu, c'était en fait pour comprendre le péripéties d'Aristote. Et en fait, je pense que l'éthique de Spinoza est une interprétation du traité de l'âme d'Aristote. Ce n'est évidemment pas que ça, très loin de là, mais c'est beaucoup ça. Et qu'il y a un fil du banquet jusqu'à aujourd'hui qui passe par Spinoza et un certain nombre d'autres, aussi Hegel, etc., qui est la question du désir en philosophie. Je dirais, pour ma part, ni sciences humaines, ni même sciences sociales, parce que je pense qu'il n'y a pas que les sciences sociales. Dans les sciences sociales, si on veut y mettre la philosophie, je dirais science du noétique. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'il y a des ordres chez Spinoza, il y a des régimes, et je pense que chez Spinoza, et je pense que ça procède beaucoup de ce qui se constitue chez Aristote comme étant ce que Aristote définit comme des âmes et comme des modalités du mouvement, c'est-à-dire des affects. Mais ce dont parle Spinoza, lui, c'est des affects noétiques, je crois en tout cas. L'économie, vous en avez brillamment parlé tous les deux, en particulier à propos de la monnaie, et comme de la science économique et de sa performativité et de la manière dont elle configure. Alors ça, moi, je suis absolument d'accord avec ça. Mais l'économie, avant d'être une science, c'est un mode de vie. Nous sommes tous économistes, d'une certaine manière, empiriquement parlant. C'est-à-dire nous économisons notre temps, nous économisons
le pain qui nous reste pour demain matin, pour le petit déjeuner, etc. etc. Bon, nous avons à subsister et nous économisons nos subsistances. L'économie s'occupe des choses qui existent. De ce point de vue-là, d'un point de vue, un mot extrêmement général, ce qu'on appelle souvent l'économie, c'est ce qui existe, c'est ce qui s'occupe des choses qui existent, des biens, disons, d'où une tendance référentialiste très très vite, dont on s'aperçoit assez vite, à mon avis, qu'elle est métaphysique, mais qui ont pour caractéristique d'être calculables. D'être calculables, c'est-à-dire, j'ai 3 pommes, tu as une poire, je t'échange mes 3 pommes contre une poire, parce que j'attribue telle valeur à la poire, qui est plus rare que la pomme, etc. Mais c'est calculable, parce que ça existe. Le noétique, lui, ne s'occupe pas de choses qui existent. Le noétique s'occupe de choses, je le dis dans un terme que j'ai fabriqué, mais que Deleuze utilisait aussi, qui consistent. C'est des choses qui n'existent pas, mais elles consistent. Elles consistent, et d'une certaine manière, elles sont, j'aime bien les dire, infinitives. Cette infinitivité de ces choses qui consistent, c'est les choses du désir. Les objets du désir sont des objets qui consistent, et qui ne se réduisent pas simplement à leur existence. Qui ne sont pas réductibles à leur existence, c'est-à-dire à leur objectivabilité, si je peux dire, c'est une calculabilité, parce que c'est un objet de désir n'est un objet de désir que si à un moment donné il sort de la pure calculabilité, il faut qu'il se pose à un moment donné comme un objet incomparable. Si ce n'est pas un objet incomparable, ce n'est pas un objet de désir, c'est un objet de besoin. Alors vous allez me dire, cette différence désir-besoin est peut-être très problématique. Elle l'est en effet, mais il reste qu'il faut la problématiser si elle est problématique, et c'est ce que j'essaye de faire. Tout à l'heure, Frédéric Lordon parlait de donc, la capture de l'affect, des dispositifs, enfin, dispositif de capture, c'est une expression de Deleuze, il ne l'a pas employée, mais disons de la capture de l'affect et de la possibilité donc d'intervenir sur les affects, d'intensifier des affects, de développer de la stratégie de pouvoir, etc. Ce qui nous occupe, nous, ici, Ars Industrialis, c'est un certain type, une certaine technique de capture des affects qui s'appelle le marketing. Le marketing est un dispositif économique récent, qui a été inventé au cours des années 1910-1900, à peu près en 1908. Quand Durkheim est en train d'écrire ce qu'il est en train d'écrire, et devant des économistes très étonnés qui n'y comprennent rien, Ford, lui, lance la Ford T, puisque c'est la Ford T sort précisément en 1908, et très vite, il va susciter, il ne va pas théoriser le marketing en tant que tel, il va théoriser le design, et très vite, il va susciter des vocations à ce qu'on va d'abord appeler, c'est d'ailleurs très intéressant, ça s'appelle d'abord comme ça, les public relations, c'est-à-dire la construction des affects. Comment est-ce qu'on construit des affects? Et vous le savez, j'imagine, c'est Edward Bernays, le neveu de Sigmund Freud, qui s'occupe de cette construction, de cette production, de ce qui est en fait l'ancêtre du marketing. Et ensuite, le marketing va se développer, en réalité, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, sur la base des techniques de motivation de l'armée américaine, pas seulement, beaucoup là-dessus, c'est ce qui a été si bien décrit, on en parlait hier avec Franck Ormeret, par Vance Packard dans La persuasion clandestine, avec une théorie de l'inconscient, c'est-à-dire une théorie freudienne, revendiquée. Hein. Il y a des citations de Packard qui sont extraordinaires, où vraiment, dans des bouquins d'advertising, dans des revues, hein, une revue qui s'appelle Advertising Age, cite Freud en disant, ben voilà, l'appareil psychique est structuré par la conscience, par le préconscient, qu'ils appellent eux le subconscient, et par l'inconscient. La conscience, ça ne sert absolument à rien de s'adresser à elle, ça n'a aucun effet. C'est au niveau du préconscient et surtout de l'inconscient qu'il faut travailler. Alors, si je dis ça, c'est parce que j'aimerais bien ouvrir, pas forcément aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'on a du temps, mais c'est un peu un coup d'envoi pour moi cette rencontre avec vous, dont je me réjouis beaucoup, peut-être une discussion sur Spinoza et Freud, et le marketing. Parce que bien sûr, Spinoza a posé des questions... C'est un coup de tonnerre, Spinoza, dans l'histoire de la philosophie, c'est totalement évident, même si je disais, ça a à mon avis des sources aristotéliciennes très importantes, c'est quand même un coup de tonnerre, y compris par rapport à Aristote, ça ne fait absolument aucun doute. Mais ensuite, ça se poursuit, tout ça, ça continue à se penser, parfois de manière clinique, c'est-à-dire avec des gens qui partent finalement d'études de l'hystérie, etc., puis d'autres, parfois des techniques de fabrication, la fabrication de l'opinion, quoi. Hein, Galbraith parle de ces questions-là, d'ailleurs, hein, il y en a beaucoup. Alors, si j'insiste moi là-dessus, c'est parce que nous, ici, je recontextualise aussi souvent que possible, parce que nous sommes là pour des choses assez précises. Nous nous intéressons au marketing parce que nous pensons
que le marketing est devenu, en tant que bras armé numéro 1 de l'époque consumériste du capitalisme, un processus producteur de passions tristes, pour parler dans le langage de Spinoza. C'est-à-dire un processus, en réalité, destructeur d'économie libidinale. Un processus qui est en train de ruiner l'économie libidinale pour l'avoir canalisée, capturée, et finalement anéantie pour des raisons qui restent évidemment à discuter et à expliquer. En particulier parce que, enfin ça c'est mon point de vue, je crois qu'il est largement partagé ici, mais c'est pas sûr qu'il le soit complètement, en particulier en tout cas pour moi, par le fait que l'objet du désir, qui est comme vous l'avez dit Frédéric Lordon, un objet d'investissement, c'est en fait un objet infini. S'il ne s'infinitise pas, il ne fonctionne plus comme un objet du désir. Or, la finitisation du désir, c'est la technique du marketing, c'est ce que j'appelle, moi, la baisse tendancielle, non pas du taux de profit, mais de l'énergie libidinale qui est inscrite à l'intérieur même de la pratique du marketing, inéluctablement. Du marketing actuel, tel qu'il fonctionne aujourd'hui, car je n'exclus pas du tout l'invention d'un autre marketing beaucoup plus intelligent qui redeviendrait producteur d'affect et de passion joyeuse, de joie. Alors, par rapport à cela, les subprimes, c'est un cas de fabrication de croyances qui est évidemment tout à fait autre chose en apparence, hein, mais en même temps pas tant que ça, et qui est comme moi j'appelle ça un processus de production de bêtises systémiques. Et alors là, ça se combine avec ce que disait, pour moi, ce que je viens de dire là, je le combine avec ce que disait André Orléans tout à l'heure. Le subprime, pour moi, c'est une espèce de construction à la fois d'outils de production de croyances très très sophistiqués qui font se rencontrer à la fois les techniques financières et les techniques de marketing, et un dispositif qui à un moment donné se met à produire des affects et des croyances, y compris sur ceux qu'ils ont produits, qui sont crétinisés par le système que eux-mêmes ont produit. Je ne dirais pas en vue délibérément de crétiniser les gens, parce que personne ne veut crétiniser personne dans cette affaire, hein, c'est pas du tout le problème. Mais par contre, c'est ce que ça produit au bout du compte. Alors, sur Hearst et tout ça, il y aurait beaucoup à dire. Moi, j'en parlerai très volontiers d'ailleurs, mais je ne vais pas le faire parce que je ne voudrais pas garder la parole trop longtemps. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, ou peut-être qu'on y reviendra une autre fois. Je dirais juste en passant que la question de Hearst, pour moi, relève de ce que j'appelle la mystagogie de l'art. Il n'y a pas d'expérience d'une œuvre d'art, à mon point de vue, si cette œuvre ne produit pas un phénomène mystagogique, c'est-à-dire si elle ne donne pas le sentiment de l'initiation à un mystère. C'est ça que veut dire mystagogie. Et là où Hearst est très fort, en effet, aidé par Saatchi et Saatchi, c'est-à-dire par un cabinet de marketing et de publicité, le plus gros cabinet de Londres, hein, est très très riche, très puissant, très fabricant, c'est un fabricateur d'opinion et de valeurs et d'affect. Hein. Là où il est très fort, c'est qu'évidemment, il conduit inévitablement à focaliser à une espèce d'hyper-mystagogie déceptive. C'est-à-dire, on est dans une hyper-mystagogie, puisque comment est-ce que c'est possible que ça fonctionne, ce truc, qui est complètement, qui contredit par nature la mystagogie elle-même, c'est-à-dire qui inscrit la calculabilité au cœur même de la mystagogie. Comment du calculable est-il possible? C'est plus comment de l'incalculable est-il possible, c'est comment du calculable est-il possible. Ça, il y a une espèce de chose qui se renverse là, et à mon avis, la chose fonctionne essentiellement. Alors, la polémique qui se trame autour de ça est liée à la question finitisation du calculable et infinitisation de l'objet qu'on tente de calculer et qui n'est jamais réductible à sa calculabilité. C'est ça qui est en jeu avec les dollars, évidemment, qu'on a vu tout à l'heure de Warhol, etc. Ici, je vais m'arrêter vraiment, mais j'ajoute 3 mots. C'est peut-être un peu par provision, pour peut-être plus tard, mais simplement pour ouvrir une perspective. Ici, je voudrais dire un mot sur la question de la monnaie, et aussi de l'État, puisque dans le texte que vous avez écrit ensemble, dans Spinoza et les sciences sociales, vous avez fait ce travail, en fait, surtout à travers du traité théologico-politique, principalement, sur la genèse de la société civile, et en reprenant toute cette problématique du point de vue de ce que serait une genèse conceptuelle de la monnaie.
Et c'est évidemment extrêmement intéressant et stimulant. À ça, je voudrais poser une question. C'est la question de ce que j'appelle moi la rétention tertiaire, c'est-à-dire la technicité mnésique qu'est la monnaie. Car un système monétaire, c'est un système d'écriture. La monnaie est avant tout une machine à écrire. Suppose l'écriture, d'ailleurs, ne peut pas fonctionner hors d'un système d'écriture. Alors que cette écriture soit alphabétique ou pas, mais en tout cas un système de numération qui suppose des jeux d'écriture, des livres de comptes, etc., etc. Et il se trouve que la monnaie apparaît en même temps que l'État apparaît. Et c'est évidemment pas du tout hasardeux. Et là, alors là, je ne prends pas la démarche qui est la vôtre et celle de Spinoza, d'une genèse déductive et purement théorique, mais là je parle de l'archéologie, c'est-à-dire il se trouve que, en effet, la cité apparaît avec la monnaie en même temps que l'écriture apparaît. Et que cette écriture, elle joue un rôle capital dans la construction de la science économique elle-même, dans la fabrication des échanges économiques eux-mêmes, dans les livres de comptes, qui sont si importants pour l'économie, la banque, etc. Et elle ouvre la question de ce que les philosophes appellent le pharmacon de l'écriture, c'est-à-dire cet instrument qui sert à fabriquer de la croyance, parce que c'est comme ça que Platon l'a dit. Il dit, vous les sophistes, vous utilisez cette technique qui sert à fabriquer de la croyance, mais en fait ce que vous produisez c'est de la mécréance, vous produisez de la déception, vous mentez, vous êtes des menteurs. Et si j'en parle là, c'est parce que le marketing lui aussi utilise des techniques de fabrication de croyances, dont nous disons à Arsène Frisch, ce sont des techniques noétiques, c'est-à-dire que ce devraient être des techniques qui augmentent les passions, les bonnes passions, les passions joyeuses, mais qui, dans l'économie du marketing, en fait, détruit et produit des passions tristes. Pourquoi? Tout le problème qu'on a quand on raisonne avec vous, et c'est un très bon problème, c'est le problème de... Mais alors, quand on écoute Orléans et Lordon, comment on distingue spéculation et investissement? On ne peut pas les distinguer. Si on dit, finalement, ces systèmes-là, ce sont que des systèmes de fabrication d'affects communs, bon, ben, l'affect commun de subprime, c'est un affect commun parmi d'autres, c'est une technique de... Alors pourquoi est-ce que cet affect commun, cette fabrication d'affects communs, est-elle mauvaise pour l'économie? C'est peut-être pas votre point de vue, mais ça c'est le mien en tout cas. C'est parce qu'elle produit du désinvestissement, et non pas de l'investissement. Autrement dit, la spéculation et l'investissement, c'est pas la même chose. Mais en général, quand on défend l'investissement contre la spéculation, on dit, chez les économistes classiques en tout cas, il faut revenir à l'industrie, c'est-à-dire aux vraies valeurs, c'est-à-dire aux substances, à ce qui vaut vraiment quelque chose. Et ce que vous démontrez, on est évidemment d'accord, c'est que ça ne mène nulle part. Le problème, ce n'est pas du tout une différence entre la spéculation qui spéculerait sur des fausses valeurs et l'investissement qui valoriserait des vraies valeurs. Non, le problème, c'est que la spéculation est un processus, comme tout ce qui est production d'affect, mais qui détruit le processus de production d'affect. C'est-à-dire qui conduit à la liquidation même des affects et à la libération, alors, à la libération d'affects, mais qui sont les passions tristes, des pulsions, de ce que, avec Freud, j'appellerais les pulsions. Tandis que l'investissement, c'est ce qui produit de la liaison sociale, de la solidarisation, des espaces de confiance. Donc c'est ce qui donne de l'avenir au processus. L'investissement s'infinitise dans le temps, tandis que la spéculation s'élimine dans le temps. La spéculation tend à éliminer le temps. C'est tout le problème de subprime. Et à partir de là, on a un processus qui devient catastrophique. C'est ce que j'appelle, moi, une pharmacologie, une question pharmacologique en économie. C'est-à-dire l'économie, pour moi, c'est une question de pharmacologie et de dosage. Bon, j'aurais eu beaucoup d'autres choses à dire. En particulier, j'aurais bien aimé qu'on parle de Durkheim et de Tarde. Et je voulais aussi inviter Yves Citon, dont le texte est magnifique. Bon, et on a parlé de Tarde plusieurs reprises ici, en particulier de Zarato, etc. Bon, mais ça nous intéresse évidemment beaucoup, parce que Tarde, l'imitation, etc. Bon, mais il y a aussi un conflit. Est-ce qu'il y a vraiment un conflit? Bon, en tout cas, il y a une tension Tarde-Durkheim bien connue, qui passe toujours par Spinoza. Mais bon, on ne peut pas parler de tout, donc je le dis comme ça un petit peu, pour, si vous voulez y revenir, je m'en réjouirai, mais si on n'a pas le temps, ce sera peut-être pour une autre fois. Voilà, ça c'était un petit peu ce que je voulais dire un peu à chaud après vos interventions. Comment on fait? Vous continuez, mais qu'est-ce que vous souhaitez? Vous voulez qu'on... Je vais faire comme ça. Pas de problème. Alors, je vous laisse la parole. Je suis André. Vas-y. Bon. Alors...
c'est pas facile de répondre à tout, hein, parce qu'il n'y en a pas qu'un peu. Hein. Alors, sur le projet d'une économie du désir, ben, c'est exactement comme ça qu'on pourrait intituler le projet d'une économie politique spinoziste. Hein, c'est vraiment ça. Les deux concepts centraux de cette économie politique spinoziste, qu'est-ce que c'est? C'est conatus et affect. Donc j'ai parlé surtout des affects aujourd'hui, mais il y a conatus qui vient avant. Et qu'est-ce que c'est que le conatus chez Spinoza, cet effort pour persévérer dans son être, etc. Le conatus, c'est une force générique et intransitive de désir, alors qu'il va trouver après ses points d'application dans le monde social, qu'il va trouver ses actualisations, ses spécifications dans le monde social. C'est comme ça d'ailleurs qu'il faut articuler, je veux dire, un plan qui serait strictement ontologique du conatus, et puis un autre, parce que le conatus, ce qui est intéressant hein, d'ailleurs chez Spinoza, c'est que le conatus n'est pas un concept, c'est pas un concept qui vient très tôt dans le texte de l'éthique, ça arrive dans la proposition 6 de la partie 3, et donc c'est un concept qui est dérivé. Alors à ce moment-là, il peut être livré, il est dérivé à partir des bases de l'ontologie, de la partie 1, mais il peut être livré tel quel, comme une hypothèse, comme un postulat, à une science sociale qui prend le relais à partir de ce point. Voilà, et qui en fait l'hypothèse centrale de sa description des comportements humains. Donc le conatus, c'est une énergie, c'est une force de mise en mouvement. Et c'est une force de mise en mouvement qui est profondément désirante. Voilà. Alors effectivement, c'est tout autre chose de faire de la science sociale ou de l'économie politique sur cette base-là que sur celle de la fonction d'utilité ou de la fonction de préférence, d'ailleurs qui d'une certaine manière pourrait, parce que on voit ce qui est très intéressant, c'est que l'économie ne se donne jamais, hein, enfin plus exactement, elle se donne les préférences, mais elle ne se donne jamais pour tâche de les expliquer. Donc on part de là, et puis c'est tout. Alors que non, on peut faire un ou deux pas, en amont. Alors, évidemment, les rapports de... Bon, je veux dire, c'est très décousu, hein, ce que je veux dire, mais les rapports de Spinoza à Freud sont immédiats. Et en même temps, il n'est pas question de rabattre l'un sur l'autre ces deux auteurs. Je veux dire, il n'y a notoirement pas de théorie de l'inconscient chez Spinoza. Ou en tout cas, elle est très problématique. Il faudrait la dégager. Je ne sache pas que ça a été encore fait. Et pour autant, il y a des points tout à fait semblables, et en particulier cette idée d'une économie libidinale, c'est-à-dire d'une économie du désir. Je me souviens qu'au début, moi, j'ai abordé Spinoza avec en tête le thème d'une énergétique, mais c'est à peu près la même chose. Je veux dire, et qu'est-ce que c'est que le conatus, finalement? C'est une libido généralisée et désexualisée. Bon. Alors, pour l'anecdote, la chose assez drôle, c'est que Freud parle très peu de Spinoza. En fait, il en parle en une seule occasion, qui est une note de bas de page, dont je ne sais plus quel livre, et pour dire qu'il ne l'a pas lu. C'est parfait, hein, ça. Alors là, comme dénégation, je veux dire, Dr. Sigmund, c'est génial. Donc, et alors, les raisons alléguées par Freud, alors, mais plus mauvais que ça, c'est pas possible. C'est-à-dire, il dit en gros, je voulais pas me laisser influencer par un philosophe. Je voulais que mes idées viennent vraiment de moi et de moi seul. C'était un truc dans ce genre. Bon, donc on pourrait le prendre comme un indice négativement de ce que les rapports entre les deux sont vraiment étroits. Alors j'aimerais juste dire un mot de ces histoires de marketing, parce que voilà, quand on annonce le programme d'une science sociale spinoziste, on a l'impression qu'on est parti pour faire un tour dans l'abstraction pure et que jamais on ne remettra les pieds sur terre. Et je pense que c'est exactement le contraire, c'est-à-dire ça nous aide, et d'ailleurs je le dis en passant, c'est ce qui fait aussi l'intérêt des philosophes spinozistes pour cette démarche, c'est que ça leur permet de voir leur concept préféré à l'œuvre sur des objets du monde historique. Bon, alors nous on est parti sur des choses... Des choses de forte taille, hein, je veux dire, parce que la monnaie n'est pas un petit objet. Mais je rêve de faire travailler une science sociale spinoziste sur des objets réputés ignobles, et jusque pour la science économique elle-même, qui a le goût des abstractions macroéconomiques, ou alors de la théorie microéconomique extrêmement sophistiquée, la théorie des jeux, la théorie des contrats, etc., mais qui laisse étonnamment de côté des objets alors extrêmement communs, mais jugés parfaitement indignes d'intérêt. Alors, le marketing en est un.
le marketing, c'est-à-dire, alors voilà, c'est ce que je disais, la fabrication des préférences, c'est-à-dire de ces termes qui rentrent dans la fonction d'utilité des agents. Où est-ce que ça se produit? Ça se produit là, ça se produit dans les cabinets de conseillers en marketing, dans les agences de publicité, etc. Et donc, il me semble qu'un lieu d'élection pour une science spinoziste, c'est les supermarchés ou les têtes de gondole. Voilà. Les têtes de gondole, si ce n'est pas un dispositif affectif, qu'est-ce que c'est? Et effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une phronésis de la manipulation des affects. Donc, pas seulement de la capture, mais de la manipulation des affects. Alors, je ne sais pas si c'est le lieu d'entrer avec vous dans ce débat sur le marketing comme production des passions tristes. J'en suis pas absolument sûr. Si le marketing ne produisait que ça, à mon avis, il ferait l'objet d'un très grand rejet, lui et tous ses satellites, comme la publicité, etc. Et il y a quelque chose, je trouve, d'affreusement bien fondé dans ce discours un peu plastronnant de contentement des publicitaires qui viennent dire, mais vous savez, si on supprimait la publicité, regardez toutes ces belles couleurs, ces affiches, toute cette créativité qui embellit nos villes, etc. Le public le regretterait. Et je crois que ça n'est pas faux, c'est ça le pire, hein, si vous voulez. Ça n'est pas faux. Et c'est donc qu'à mon avis, le marketing ne produit pas que des passions tristes. Il en produit certainement, mais pas seulement. Alors, qu'est-ce qu'il peut produire comme passion joyeuse? Eh bien, c'est celle simplement d'offrir un miroir au désir d'objet, je veux dire, c'est-à-dire des expressions à l'aliénation marchande, qui est l'un des ancrages les plus profonds du mode de production capitaliste. Alors, l'une de ces passions joyeuses, c'est celle qu'énonce Éthique 3.12, qui dit, voilà, l'esprit, autant qu'il le peut, s'efforce d'imaginer ce qui accroît ou ce qui seconde la puissance d'agir du corps. Et c'est bien ce que lui livrent le marketing et la publicité. Alors, elle ne lui livre pas que ça, ce qui fait que ça le laisse dans des états partagés, c'est ce que Spinoza appelle la fluctuation ennemie, mais tout de même, il y a ça. Alors, dernier point sur spéculation et investissement, j'ai bien deux, trois idées, mais je vais laisser André répondre, parce que c'est son truc, ça. Ouais. Oui, c'est là-dessus, je pensais répondre en effet. Juste un point d'abord sur la question monnaie et État. Je pense que c'est compliqué parce que la monnaie, telle que nous l'entendons, c'est pas seulement la monnaie, c'est pas la monnaie métallique frappée, c'est pas simplement les monnaies, disons, j'ai du mal à dire moderne, mais c'est vraiment comment naît, même dans il y a des sociétés, il y a une thèse d'ailleurs parmi un certain nombre de gens qui disent qu'il n'y a pas de société sans monnaie, au sens où il n'y a pas de société sans processus global de valorisation qui évidemment ne porte pas dans ce cas-là sur les marchandises, puisqu'il y a évidemment plein de sociétés, en particulier les sociétés primitives sans économie marchande, mais dans toute société il y a besoin de valorisation, et cette valorisation elle est liée plutôt à des choses comme les sanctions, ce qu'on appelle le Fairgeld, le prix du sang, le prix de la fiancée, etc. Toutes les relations de base des sociétés humaines. Et donc, la thèse, c'est que dans ces relations-là, on a besoin de moyens de paiement. On a besoin de moyens de paiement, et donc, il y a des supports de ces moyens de paiement, il y a des formes de comptabilité qui naissent, et ça, c'est les formes les plus anciennes de la monnaie. C'est un point important parce que, contrairement à cette thèse, n'est-ce pas, la théorie économique pense, elle, que la monnaie est née de l'échange, est née de l'échange marchand pour le faciliter. Donc, à nouveau, c'est très lié à la question de la valeur. C'est comme on a une vision où il y a d'abord la valeur, donc les biens ont de la valeur, donc ils s'échangent, et puis, mais bon, c'est plus simple d'utiliser de la monnaie pour les échanger. Donc, la monnaie vient secondairement comme quelque chose qui facilite l'échange, mais qui facilite seulement. Tandis que dans la conception qu'on défend, au contraire, c'est le rapport à la monnaie qui est constitutif de la valeur, et il peut exister même des formes de valeur comme ça abstraites en tant que moyen de paiement, même dans des sociétés qui ne sont pas marchandes, où on a besoin de formes d'abstraction de valeur. Et d'ailleurs, on sait très bien que par exemple en Grèce, dans l'Antiquité grecque, les temples étaient des lieux monétaires parce qu'il y avait un besoin de codification des offrandes, etc., qui était nécessaire. Donc le lien est un peu, je me méfie de ce lien entre monnaie et État, puisque je pense qu'il y a des formes monétaires qui sont pré-étatiques. Ceci dit, pour la monnaie frappée, c'est plus compliqué. Donc sur ce point-là plus précis, il faudrait réfléchir. Sur le lien entre monnaie et compte, ça c'est évidemment très important. Ça, je suis d'accord pour penser que
il y a un lien très étroit parce que justement la monnaie c'est ce qui permet le compte, donc c'est ce qui définit la valeur et donc à partir de quoi on peut compter, même quand on compte par exemple les offrandes aux dieux ou le prix de la fiancée, le prix du sang, etc. Il y a déjà une comptabilité et c'est pour ça que dans notre construction théorique, la forme, la fonction monétaire par excellence, c'est l'unité de compte, c'est ce langage commun du nombre qui est donné aux acteurs, qui prend une forme sociale à travers la monnaie. Donc des points d'accord et de désaccord, mais en tout cas des points de rapport. Alors effectivement, spéculation et investissement, spontanément sur cette question, pour moi la spéculation, en fait c'est deux choses qui sont assez différentes à mon sens. D'abord ça m'a fait rappeler, ce que vous avez dit, ça m'a fait rappeler une proposition qui est de dire qu'une spéculation c'est un investissement qui a mal marché. Donc, cette idée que c'est ex post qu'on dit ah c'est de la spéculation quand ça a mal marché. Je pense que la spéculation c'est vraiment le domaine, à mon sens, c'est une spécification des relations financières sur les marchés financiers liquides, où les acteurs sont toujours en train de... La spéculation c'est le nom du jeu financier. C'est le nom du jeu financier. Et c'est pour ça que, de ce point de vue-là, j'ai du mal à distinguer entre une bonne et une mauvaise spéculation. C'est le jeu, ça s'appelle la spéculation. C'est pour ça aussi que j'ai du mal avec les thèses contemporaines sur la question de la cupidité, car la cupidité a toujours été à la base de la finance, à savoir évidemment c'est pas bien elle se développe, mais tout le monde a toujours su que les hommes de la finance étaient des hommes qui fonctionnaient pour le profit. Donc si c'est ça qu'on appelle la cupidité, il y a forcément la cupidité. Donc de la même manière, à mon sens, la spéculation, d'ailleurs c'est ce que disait Keynes, c'est ce rapport au marché. Le fait Keynes avait une définition de la spéculation et de l'investissement, il disait la spéculation c'est quand on a en tête l'opinion du marché, et l'investissement c'est quand on a en tête les revenus réels en quelque sorte. Ce que j'ai appelé tout à l'heure la valeur fondamentale, c'est-à-dire les revenus réels et pas les variations de prix. Et donc, je serais assez d'accord avec lui, mais finalement, en allant au terme de la pensée keynésienne, l'investissement n'aurait très peu de place à ce sens-là dans la sphère financière. Ce n'est pas qu'elle ne produirait pas d'accumulation, certes, elle produirait de l'accumulation, mais elle en produirait via la spéculation. Donc c'est-à-dire des formes très instables qui en produisent de temps en temps, qui en détruisent d'autres manières. Donc voilà, comme ça, ma réponse, ça serait de dire que, et ça, alors malheureusement, ça a peu de rapport avec l'idée de destruction de confiance. Parce que même si on sent qu'il y a un côté intuitivement assez fort dans votre proposition, mais pour moi, ça serait plutôt, je resterais pour l'instant là en disant que la spéculation, c'est la forme du rapport social sur les marchés financiers, c'est-à-dire ce lien à l'opinion de marché futur. C'est ça ce qu'on appelle la spéculation. Quand on fait de la finance, on fait de la spéculation. L'investissement, c'est autre chose. Des fois, c'est favorisé par la spéculation, des fois, ça l'est pas. L'investissement, bon, ce serait plutôt l'accumulation du capital. Donc ça ne recolle pas là, mais bon. Le débat fait commencer. Oui, il y aurait une vaste question de qu'est-ce que c'est que réguler une économie politique, une économie politique industrielle, où il y a des secteurs financiers et des secteurs industriels, et comment tout ça doit s'agencer. Bon, je ne veux pas insister sur ce point-là, mais parce que je crois que c'est aussi ce qui est à l'horizon des discussions en cours. Oui, mais alors dans ce cas-là, on voit bien que le marché financier, de ce point de vue-là, la spéculation, la question aujourd'hui, c'est qu'elle est évidemment en lien avec, elle est en lien à l'investissement. Elle a créé des formes, des processus particuliers d'investissement. Donc, les traits caractéristiques du monde contemporain, c'est que le capital y est incroyablement concentré sur des marchés mondialisés et qui font une pression extrêmement puissante sur la rentabilité, qui sont capables de faire valoir une rentabilité extrêmement élevée des capitaux. Donc ça a des effets évidemment productifs extrêmement puissants, puisque ça conduit aux délocalisations, ça fait pression sur les salaires, etc. Donc on voit bien, je crois que là vous avez raison, mais on voit bien comment une forme particulière du système financier aujourd'hui, en fait, correspond à des processus d'investissement particuliers, dont la dominante, c'est qu'il a donné une puissance au capital et aux revendications de rentabilité jamais vue, puisque face à lui,
il y a des syndicats fragmentés, des États nationaux, tandis que le capitalisme, il se représente globalement à travers un marché mondialisé, capable d'exiger des taux de profit au niveau mondial et pouvant faire jouer. Donc on voit comment la spéculation, là, ça crée de l'investissement, mais pas suffisamment, etc. Voilà. Moi, je te proposerais une autre chose sur investissement et spéculation. La double caractéristique de la spéculation, voilà, j'achète complètement, hein, c'est le nom du jeu sur les marchés financiers. Mais ceci mis à part, la double caractéristique, le plus extrinsèque peut-être de la spéculation, c'est son indifférence et son intransitivité. C'est-à-dire, pour ainsi dire, elle est mono-affective. Elle ne vise qu'une seule chose, qui est l'accumulation monétaire pure. Alors, si je l'exprime en recourant à des idéotypes, donc forcément c'est un peu tranché, on peut faire une distinction entre le conatus du capital industriel et le conatus du capital financier. C'est une distinction par laquelle le désir propre du capital financier n'est pas autre chose que monétaire et se trouve absolument indifférent au support qui vont être empruntés pour la satisfaction de ce désir. Alors que l'élan du conatus industriel, lui, procède par d'autres attachements affectifs et donne lieu à d'autres investissements pulsionnels qui ne sont pas exclusivement monétaires et qui ont à voir avec des pulsions de réalisation, parfois grandioses, de construction de l'empire, d'accomplissement de révolutions technologiques, de façonnage des modes de vie, d'engendrement de dynasties industrielles, ce que vous voulez. Et la preuve en est que la maximisation du profit, qui est censée être le nomos de tout acteur capitaliste, n'est pas située identiquement dans la hiérarchie des choses poursuivies par le capital financier et le capital industriel. Et le capital financier ne connaît que la maximisation du profit, et pas autre chose. Alors que le capital industriel, lui, peut faire régresser la maximisation du profit pour parvenir à la satisfaction d'autres objets de désir, tels que ceux que je mentionnais à l'instant. Et alors, en rebondissant, donc on pourrait dire que la propagation de la valeur actionnariale, c'est un peu la dégénérescence justement du capital. C'est l'expression de la domination du capital financier sur le capital industriel qui l'oblige à faire qu'une seule chose, s'occuper des cours de bourse. Tu veux intervenir, Arnaud? Je veux bien vous donner. Enchaîner justement sur Frédéric Lordon a parlé, en disant je passe très vite, sur la puissance d'agir et sur le fait que les plus forts l'emportent sur les plus faibles et qu'on est en situation de conflit. Et par rapport à la crise que nous vivons aujourd'hui, je pense j'intervenais avec Franck Cambrai d'ailleurs dans un colloque il y a 2 jours sur les problèmes de régulation à la Maison de l'Europe. Il y avait un journaliste qui se dit économiste, qui intervient toutes les semaines sur les ondes, qui disait que l'Europe n'a rien à dire. Des noms. Oui. Et qui disait l'Europe n'a plus rien à dire, on n'est plus en état de pouvoir peser dans le monde aujourd'hui, et le G20, ça sera un G2 entre la Chine. Et là, moi, ma question est par rapport à la puissance d'agir, et par le fait que qu'est-ce que l'Europe peut faire pour faire émerger, j'allais dire, une puissance d'agir qui permettrait justement de faire émerger, j'allais dire, puisqu'on est en train de vivre une fragmentation du monde, enfin, c'est une thèse personnelle, une fragmentation du monde, et que si on laisse, j'allais dire, les États-Unis, pays asiatiques, pour le moment, on ne sait pas très bien ce qui va se passer, alors que l'Europe a les moyens d'agir, enfin, pourrait avoir les moyens d'agir. Donc, en faisant fonctionner, j'allais dire, votre notion de puissance d'agir, quelles seraient les idées que, je sais d'ailleurs que vous avez écrit sur ces sujets, quelles seraient les idées que vous émetteriez pour lui permettre de faire émerger de cette puissance? Alors là, je vais vous faire une réponse pour le coup pas du tout spinoziste, hein, parce que vous voyez, là, on change de plan analytique un peu brutalement, mais c'est pas grave, ça va très bien. Bon, moi, je vais vous donner mon sentiment. Cette Europe est morte, mais elle ne le sait pas encore. Vous avez vu ce qui se passe depuis l'automne dernier. C'est un carnage juridique.
veux dire, ma thèse est que les traités européens sont à l'état de courageuse pelouse municipale un dimanche pluvieux après un match de rugby. C'est dévasté. Vraiment, c'est un carnage total. Donc, on s'assoit, à qui mieux sur les articles les plus fondamentaux du traité, je veux dire, ce qu'on n'a pas cessé de brandir pour les articles de la concurrence. Je vous signale que l'article 107 du traité numérotation de Lisbonne interdit les aides d'État. Non, mais on joue à quoi actuellement? Si ce n'est pas des aides d'État, comment ça s'appelle? Vous voyez? Alors d'ailleurs, le truc le plus drôle, c'est que de temps en temps, un commissaire européen sort du bois. Oh, mais là, je vous signale, il y a un article qui dit que vous n'avez pas tout à fait le droit de faire ce que vous faites. Alors évidemment, on le renvoie dans ses cordes, parce que, vous comprenez, je sais pas, moi je cherche une image, hein, une image convaincante pour parler de cette Europe. C'est comme un flic arrêterait une ambulance qui se dirige vers un carambolage sanglant parce que l'ambulance est passée au feu orange. Voilà, c'est ça. Ou alors, la tour de contrôle empêche l'avion d'atterrir parce qu'il y a à bord un yaourt avarié. C'est un truc dans ce goût-là. Et c'est terrible, c'est terrible. Alors, Joaquín Almunia, le commissaire aux affaires économiques, a fait un petit tour sur scène il n'y a pas longtemps pour dire que, mais attendez, c'est un problème, les déficits sont en train de sortir des 3%. Je dis, mais mon Dieu, mais tu habites où, quoi? Enfin, vous voyez, enfin, c'est proprement incompréhensible. On est au milieu de la crise du siècle, donc les États font ce qu'ils peuvent, pas assez d'ailleurs, pas assez bien non plus, pour essayer de nous sortir de cette épouvantable mélasse. Les États-Unis sont en train de se taper un déficit qui va gaillardement vers les 13%. Les 13%, hein, c'est pas ma langue qui a fourché, j'ai pas dit 3, 13% du PIB, et M. Almunia déboule avec ses 3%. Donc, voilà, là, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Et on ajoute l'ineptie à l'incohérence juridique. Bon, l'ineptie, je viens d'en parler, mais l'incohérence juridique est patente, néanmoins. Car il est vrai, les articles du traité européen disent ce qu'ils disent. Et d'une certaine manière, les commissaires sont fonctionnellement fondés à intervenir comme ils le font. Ce qui est un tout petit problème. Alors, ce qui est un problème juridique, parce que, vous voyez, on va se retrouver dans une situation... C'est embêtant quand même, le droit. Je veux dire, l'intermittence n'entre pas dans le concept du droit. Voilà. Bon, il peut y avoir des rectifications jurisprudentielles, ça on sait bien. Mais le truc où on met le commentateur, vous voyez, le disjoncteur sur off et puis on le remet sur on, on abolit le droit un moment, puis on le remet. Ceci ne marche pas. Bon. Et donc, à mon avis, on va au-devant de problèmes juridiques monumentaux quand le calme sera revenu. Je veux dire, imaginez, vous avez des gens qui veulent faire une fusion bancaire. Et la commission la refusera. Et bien ces gens-là iront dire, mais écoutez, vous vous souvenez de ce que vous avez fait à l'automne 2008 et au printemps 2009? Vous en avez autorisé des fusions, des trucs qui ne seraient jamais passés auparavant. Alors il faut m'expliquer à moi maintenant. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que ce traité est en lambeaux parce que, comme on pouvait le prévoir, hélas, il n'a pas résisté à la première crise vraiment sérieuse. Et qu'il n'ait pas résisté à la première crise vraiment sérieuse ne doit pas être un motif d'étonnement, puisque ce traité était entièrement inspiré d'un certain nombre de principes dont l'application a précisément donné lieu à la crise vraiment sérieuse. Donc vous voyez, là, ça, c'était touché coulé. Hein, voilà. Donc ma thèse, enfin, c'est pas une thèse, mais c'est que c'est la vertu spécifique, c'est le privilège des grandes crises qui font énormément souffrir par ailleurs, mais qui ouvrent des opportunités historiques comme on en voit très très rarement. Bon, l'opportunité là, c'est de dire, écoutez, ce truc était tellement mal foutu qu'il faut tout refaire. Et éventuellement, pourquoi ne pas passer par un moment de conflit, je veux dire, par un moment de véritable crise, c'est-à-dire quelque chose qui consisterait en le refus délibéré, avoué d'un État de se soumettre à des injonctions qui, en l'état actuel des choses, sont complètement sont stupides, sont mortelles. Voilà. Alors après, il faut évidemment avoir le plan B, mais moi, j'ai rendu ma copie sur la régulation sur la re-régulation des marchés financiers. Donc bon, voilà, il y a ça, puis il y a d'autres idées également. Donc vous voyez, il faudrait parler de tout après le protectionnisme, des choses comme ça. Quelle horreur, je ne l'ai pas dit. Bon, voilà. Il faudra aussi parler de politique industrielle, justement. Oui, de politique. Oui. Parce que le problème, à mon avis, un des grands problèmes de l'Europe, c'est qu'il n'y a aucune politique industrielle. Il faut se rappeler, pardon, que Roosevelt, au moment a pu faire le New Deal en imposant un budget fédéral en 1933
qui était refusée par les États auparavant. Et c'est là où l'Europe, à travers ces crises, comme vous le disiez, l'Europe devrait saisir des opportunités de faire des sauts. Moi, la commission me fait penser, la commission d'aujourd'hui me fait penser à la réserve fédérale de 29, c'est-à-dire mort mais pur. C'est ça, c'est la ligne de conduite. Oui, et je pense que les Américains doivent nous regarder avec des yeux comme des soucoupes. Hein, et ils doivent se dire tous les jours, mon Dieu, heureusement, on n'a pas une commission sur les bras. Quoi. Donc, on fait des trucs effectivement tout à fait hors du commun. Mais la situation n'est-elle pas tout à fait hors du commun? Je veux dire, il faut bien voir quand même qu'au mois de... Il y a eu un mois délirant, quoi, entre le 15 septembre et le 15 octobre, où, je ne sais pas si vous en avez pleinement conscience, on est passé absolument au bord du gouffre. Mais vraiment à un point, enfin, c'était un cheveu. Et si on ne faisait pas des... Vous voyez, moi, j'imagine un économiste orthodoxe qui, tel la Belle au bois dormant, se serait endormi, disons, au mois de juin 2007. Puis là, on le réveille, on le sort, et on lui donne à boire. Le pauvre garçon, il pense qu'il est passé par un trou du continuum spatio-temporel, qu'il n'est pas revenu. Il reconnaît rien, franchement. Il doit faire des trucs, c'est du jamais vu. Ben oui, et encore heureux qu'on fait des trucs jamais vus. On n'en fait même pas assez. D'ailleurs, à mon avis, l'histoire va leur tordre un peu plus le bras et leur en faire faire des vertes et des pommes mûres. Ils ne sont pas au bout de leur peine, hein, les pauvres. Pas sur le sujet, en fait. Oui. Non, mais enfin, Donc, je vais faire deux remarques. Première remarque, en fait, sur le diagnostic. prends le micro. Une première remarque sur le diagnostic. Évidemment, sur le substantialisme et évidemment le pas de valeur du substantiel, critique, en fait, évidemment, de la théorie de la valeur travail et de la théorie de l'utilité. Pour autant, évidemment, faut-il abandonner que la science économique abandonne toute question de la valeur, ce qui permettrait évidemment à l'analyse de la valeur et à la comptabilité de prendre le dessus, ce qui est quand même déjà un problème. Autrement dit, s'il n'y a pas de vraie valeur, est-ce qu'on peut se dispenser de valeur vraie au sens éthique d'une puissance d'affirmation d'un conatus, valeur vraie d'une certaine manière qui ne serait pas l'économie, enfin qui renverrait l'économie à une science morale et politique au sens peut-être de scène. Autrement dit, ça c'est une première remarque sur le diagnostic. Deuxième remarque, évidemment, le projet théorique que vous proposez est très important, à double titre, parce que en fait, vous appelez ça une théorie générale de l'autorité des normes, c'est pas rien. Et je pense qu'on en a besoin. C'est culotté, en fait, mais en même temps, aujourd'hui, il ne faut pas faire petit, parce que les théories de moyenne portée sont, comment dire, dans l'aéroportée, enfin, dans le problème de l'espace-temps dont vous parliez tout à l'heure. L'idée de cette, en fait, théorie générale de l'autorité des normes me renvoie à une phrase que vous posez, que je voudrais citer: la valeur est tout entière du côté de la monnaie et d'elle seule, elle n'existe que dans la monnaie. Donc effectivement, la question centrale, c'est la question de la monnaie. Autrement dit, là je suis d'accord aussi, évidemment, sur les travaux d'Orléans qui sont vraiment très très importants, qui ont renouvelé, disons, la question de l'origine de la monnaie et du nécessaire ancrage institutionnel et même anthropologique à cette question pour faire en sorte que la monnaie ne naisse pas comme ça dans l'échange. Donc ce projet théorique, pour autant, en fait, faut-il, alors comme projet de déconstruction, reconstruction des sciences humaines et sociales, c'est intéressant, comme aussi possibilité, via le texte qui a été cité de Durkheim, d'assurer une déconstruction du primat de l'économique sur les sciences sociales, primat de l'économique d'une certaine manière qui va s'ancrer, comme vous l'avez dit, en fait, dans la science galiléenne. Et ça sera l'objet d'une question que je poserai tout à l'heure sur le problème de la mesure. Autrement dit, cette question d'une théorie générale de l'autorité des normes est un grand projet, et ça permettrait peut-être, évidemment, de faire sortir la modernité de son projet anthropologique ancien. C'est-à-dire, en fait, de remettre en cause, en fait, en jeu cette question, qui me semble assez importante. Alors, pour autant, est-ce que... Donc, en fait, l'opérateur contre Kant, ce serait évidemment Spinoza. L'idée des affects nous amène pour autant à une théorie des générales. Est-ce qu'il faudrait la confondre avec une agonistique générale? Je renvoie évidemment à la théorie des champs de force que vous avez utilisée tout à l'heure, en faisant un passage très rapide mais allusif suffisant par Bourdieu, c'est-à-dire la théorie des champs de force.
Donc je voudrais, à partir de ces deux remarques, poser deux questions. Une première question, en fait, qui serait liée à la mesure et la démesure, autrement dit à la question de l'investissement du désir. Et une deuxième question, qui serait plutôt du transfert, alors cette fois-ci, en fait, au sens de Matron, où Matron parle du transfert dans l'étude de Spinoza, entre la relation transfert politique-capture. C'est-à-dire qu'en fait, la deuxième question, ce serait plutôt autour d'une politique des affects ou politique du désir. Donc je reviens à ma première question, que j'appellerais quid de la mesure dans votre hypothèse théorique. Oui, évidemment, sur les limites, disons, de l'analyse du prix. Oui, sur les critiques, évidemment, des formes, disons, classiques et néoclassiques et même marxistes d'approche de la valeur. Pour autant, faut-il opposer objet et confiance et faire en sorte, au final, que la valeur reposerait sur un montage de confiance qui pourrait nous renvoyer, par exemple, à, disons, un courant de pensée, l'économie des conventions. Donc, l'idée, c'est, dans votre hypothèse, la question est la suivante, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager, enfin, faut-il envisager un abandon du compute, autrement dit, du compte? Étant entendu du compte au sens, évidemment, d'un dépassement du compte du capital, que vous avez évoqué tout à l'heure, qui est chez Max Weber, évidemment, très important, puisque c'est lui qui permet l'équivalent général, qui organise la facilitation de l'échange. Donc là, il y a une première question. Autrement dit, évidemment, il ne s'agit pas pour autant de... si l'élément, en fait, sur ce compute, est-ce qu'on pourrait l'envisager comme une valorisation actuelle des sciences de la gestion, j'exagère un peu le trait, comme étant entendu des sciences qui pourraient se perfectionner, pour aller évidemment pas du côté d'une statistique de l'incalculable, mais véritablement de laisser place dans un calcul et dans une mesure à l'incalculable, par l'intermédiaire, par exemple, d'une refonte globale du compte, c'est-à-dire en fait de la mesure de ce qu'on va compter. Et ce qui permettrait d'une certaine manière peut-être d'échapper à l'opposition entre science galiléenne de la mesure d'un côté et croyance de l'autre. Autrement dit, explication scientifique d'un côté et interprétation ou compréhension herméneutique de l'autre. Voilà, c'est ma première question. Ma deuxième question, en fait, qui est un peu liée à la première, c'est quid, en fait, du politique, c'est-à-dire, en fait, de la question du transfert, de la question, en fait, de la capture, autrement dit, de la politique de la multitude. Et ce qui, à mon avis, est intéressant dans le travail jeunesse de l'État et jeunesse de la monnaie, c'est que vous avez essayé de rapprocher, évidemment, une hypothèse qui rediscute les droits naturels. Et là, il y a quelque chose de très très important, puisqu'en fait, la modernité politique repose sur une interprétation des droits naturels et pose évidemment la question du traité et du contrat. Je ne vais pas développer longtemps cette question, puisque chez Spinoza, Matron la discute, et c'est une question éminemment difficile. Et évidemment, c'est une question qui nous amène au contrat social, qui est, à mon avis, l'unité de compte politique, disons-le comme ça, de la modernité. Le compte pour un, démocratique, etc. Et le compte pour un, cette fois-ci, du vote. Alors, la conclusion, le problème que ça pose, évidemment, enfin, pas la conclusion, mais la question que pose, en fait, cette politique de la multitude, c'est son ontologie du politique. Puisqu'en fait, évidemment, chez Deleuze, il y a une descendance, enfin, post-spinoziste, de lecture spinoziste, où, effectivement, la question de l'ontologie du politique est posée. Est-ce que vous pourriez effectivement nous parler de cette question-là et du contrat dans votre problématique, étant entendu que dans un de vos textes, évidemment, je ne peux pas citer le passage, je n'ai pas le temps, mais le contrat est rapidement, comment dire, mis de côté. Donc, autrement dit, oui, la formulation rapide, ce serait peut-être celle que vient de donner Bernard. Alors, autrement dit, l'articulation, les deux questions s'articulent dans une conclusion qui serait, évidemment, comment aujourd'hui reconstruire le compute, la computation à l'âge des computeurs, évidemment, en relation avec un traité politique, où, effectivement, on pourrait garantir deux fois la puissance de la multitude, évidemment, et les désirs et les affects positifs. Garantir à la fois par le calcul et garantir à la fois par, disons, le calcul des unités de compte nouveaux, enfin, qui serait un dépassement de l'unité comptable des comptes nationaux, par exemple,
Et d'autre côté, unité de compte qui est celle, évidemment, du jeu démocratique dans lequel, évidemment, si on gagne avec quelques voix, quelques pourcentages. Voilà les deux questions que je voulais poser. Vous êtes un petit... Ah, On l'enlève. vous voulez le chien? Voilà. Non, pardon. Je voulais répondre à un point, c'est que l'approche là que nous avons présentée ne va pas nier du tout les questions de prix ou les questions quantitatives. C'est-à-dire, c'est vrai qu'elle les saisit d'une autre manière, c'est-à-dire en les recontextualisant toujours à travers des processus de valorisation. Mais évidemment, il va avoir des prix, il va avoir des valeurs. À un moment donné, les actifs financiers ont des valeurs et ont des cours boursiers qui s'analysent. Et donc, ça ne nie pas ça. Ce qu'il y a, c'est que ce que ça en nie fondamentalement, c'est que ça ne s'est pas produit par un cadre, en quelque sorte, anhistorique, objectif, mais qu'à chaque fois, il faut le recontextualiser. Donc, beaucoup de choses, en particulier même le lien au bien, à un moment donné, peut se reconstruire justement dans des conventions de qualité, dans des relations stabilisées au bien, à partir de peut-être le marketing, peut-être d'autres choses qui font que le rapport individuel à un bien, la formation de son prix, vont connaître des régularités qu'on peut analyser. Mais simplement, ce que nous mettons en évidence de plus, c'est que ces régularités peuvent se détruire, on peut passer de nouvelles formes de régularité, des nouvelles formes de conventions, comme dans le cas financier où il y a certaines évolutions qui sont transformées quand les croyances collectives afférentes sont transformées. Donc c'est ça qui est mis en avant. Par exemple, il me semble qu'il y a une bonne illustration de ça aujourd'hui, c'est toute la question du rôle de la comptabilité dans la crise. Il y a un grand débat sur la comptabilité dans la crise parce que la comptabilité qui dominait, pour aller vite, c'était la comptabilité au prix de marché. Donc la comptabilité au prix de marché avait été invoquée, on avait contraint les institutions à cette comptabilité de marché suite à la théorie de l'efficience qui pensait que justement les marchés étaient le meilleur lieu pour pouvoir évaluer les biens. Donc si on pense que les marchés et les actifs financiers étaient le meilleur lieu pour évaluer les biens, donc on en a déduit cette chose-là qui est devenue un règlement, que les institutions financières devaient absolument utiliser les prix de marché pour faire leur bilan. Donc quand ils ont des actifs, ils les notent au prix de marché de l'actif semblable qui vient d'être négocié, y compris pour le passif. Ça se justifiait très fortement puisqu'il y avait la théorie de l'efficience qui disait que le prix de marché est justement la meilleure évaluation possible. Or, ce qu'on a constaté, c'est que malheureusement, l'efficience ne fonctionne pas et ces prix de marché connaissent des fluctuations très fortes. En particulier, elles ont cette propriété étrange, c'est que dans les périodes d'euphorie, elles augmentent énormément, ce qui fait qu'elles augmentent la valeur des actifs, ce qui fait qu'elles sont, comme on dit, procycliques. Les institutions financières sont beaucoup plus riches au moment de l'euphorie. En effet, comme l'immobilier a cru, tous les crédits ont vu leur valeur croître, ils sont beaucoup plus riches, donc comme ils sont plus riches, ils donnent plus de crédits, donc ils favorisent l'euphorie. Et dans la période de baisse, c'était le contraire, étant donné que les prix sont tellement dépréciés, les institutions financières sont au plus bas, et donc ils essayent de vendre, et donc voilà, donc on voit ici, qu'est-ce qui s'est passé? Les acteurs financiers ont dit, c'est pas possible, on ne peut plus évaluer au prix de marché, ces prix de marché sont trop problématiques par rapport à nos conditions de gestion, et donc on a essayé de revenir à des formes de comptabilisation différentes qui amortissaient au coût historique. Si je ne le vends pas tout de suite, j'ai peut-être pas besoin de l'évaluer au prix du marché, etc., etc. Donc on voit ici, cet exemple montre bien le problème, c'est que il n'y a pas dans ce système, pour penser ça, c'est pas une valeur, l'idée d'une valeur transcendantale qui s'imposerait comme la bonne valeur ne nous donne aucun appui pour comprendre ce qui se passe. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des processus concurrents de valorisation qui sont liés à des perspectives différentes sur le social, aux positions des uns et des autres, à la concurrence des uns et des autres. Et ce qu'il faut comprendre, c'est comment certains processus de comptabilisation s'imposent et pas d'autres, et quels sont les enjeux des uns et des autres. Donc on est bien dans un monde où les prix restent importants, mais il y a plusieurs prix possibles, et chaque prix correspond à des stratégies différentes. Donc, ce point de vue-là, je crois que ça agrandit la perspective
néoclassique. Je vais passer la parole à Frédéric Lordon tout de suite, mais je voudrais dire deux choses très très rapidement. Je propose un deuxième passage avec vous, si ça vous tente, où on ferait un sujet désir et convention. Je crois que ça s'impose après, parce que ça nous intéresse beaucoup cette question-là, des conventions. Et puis je pose la parole à Frédéric Lordon en demandant si on peut, parce qu'il nous reste une petite demi-heure, voilà, un peu plus qu'un quart d'heure, parce qu'on arrête à 5h moins le quart, mais il faudrait qu'on puisse débattre avec le public. Donc si, je ne veux pas vous obliger à réduire votre, parce que les questions de Franck sont très importantes, mais voilà, il faudrait qu'on essaie. Ah mais moi je peux passer là. Hein. Non, mais en même temps, je passe mon tour et puis on prend les questions de la fin, il n'y a pas de problème. Hein. Oui, mais en même temps, il vous a posé des questions. C'est vrai, ça serait pas gentil. Bon, Ce serait pas sympa, mais bon. si. Alors, pardonnez-moi. Je vais aller très vite. Enfin, donc je réponds pas à la question de la valeur. André vient de le dire. Évidemment, il ne s'agit pas de la déserter, hein, mais simplement de la reprendre à nouveau frais. Alors, la question du compute. Alors, au début, j'étais parti pour répondre vraiment très très rapidement, que je ne comprenais rien à la question. Et puis après, je me suis dit, mais finalement, si, j'ai l'impression que j'y comprends quelque chose. Alors, je me trompe peut-être, mais vous allez me dire. C'est que la réponse serait la suivante. Le spinozisme, alors il y a un philosophe, il y a un lecteur de Spinoza qui s'appelle Charles Ramond, qui insiste énormément là-dessus. Le spinozisme est un quantitativisme généralisé. C'est un quantitativisme étendu. Alors ce qui est extraordinaire, et que je vais vous donner deux exemples de propositions, mais parmi 100 possibles, où vous allez noter la présence et la prégnance des mentions quantitatives. Alors regardez, par exemple, 3.9 du traité politique. Puisque c'est un article particulièrement important, hein, c'est sur ce que c'est que l'indignation et comment un affect, comment des affects communs peuvent être détruits, hein, puisque c'était venu dans la question, dans la discussion tout à l'heure. Puisque le droit de la cité se définit par la puissance commune de la multitude, il est certain que la puissance et le droit de la cité sont amoindris dans la mesure exacte où elle offre elle-même un plus grand nombre de sujets des raisons de solitude. Vous voyez, vous en aviez trois d'un coup. La lettre 50 à Gélès, qui est très importante, et c'est la différence, Spinoza répond sur ce qui le différencie dans sa politique de Hobbes. Et voici ce qu'il dit. Vous me demandez quelle différence il y a entre Hobbes et moi quant à la politique. Cette différence consiste en ce que je maintiens toujours le droit naturel et que je n'accorde dans une cité quelconque de droit aux souverains sur les sujets que dans la mesure où, par la puissance, il l'emporte sur eux. C'est la continuation de l'état de nature. Donc là aussi, les choses sont très claires. Hein. Je veux dire, vous avez... c'est ce dont je parlais tout à l'heure à propos de l'agonistique des affects. Et ça, c'est un caractère vraiment... c'est un caractère très profond du spinozisme. Alors, on pourrait dire que si comment dirais-je, la science appliquée, qui correspondrait à une théorie sociale spinoziste un peu abstraite, ça serait une affectométrie. Vous voyez, des économistes ont une économétrie, là ça serait une affectométrie. Alors on connaît ça un peu, hein, je veux dire, ça s'appelle les sondages, sauf que c'est à l'état de misère et d'indigence que vous savez. Bon, donc, mais il n'est pas exclu qu'on fasse quelques progrès entre-temps. Sur la question du contrat social, alors je ne veux pas rentrer dans le dialogue avec Rousseau, mais enfin, en deux mots, vous savez que la position de Spinoza a varié sur le sujet. Dans le traité théologico-politique, chapitre 16, il est contractualiste. Bon. Alors, à ceci près que dans le chapitre 5, déjà, il donne une autre version de la genèse de l'État, qui est très intéressante d'ailleurs, qui est du côté marxien par certains aspects, et par la division du travail. Bon. Et la complémentarité qui vient de la spécialisation. Dans le traité politique, il abandonne complètement le cadre contractualiste. Et précisément, la question n'est plus celle de la convention, de la contractualisation, mais celle de la captation. Et le but de la manœuvre est de montrer comment l'état de nature, qui est cet état fictif, bien sûr, il n'y aurait pas plus idiot que de tenter de lui chercher une correspondance empirique historique, hein. Comment l'état de nature est un état, alors un thermodynamicien dirait qu'il est métastable, c'est-à-dire qu'il dégénère spontanément et il se dépasse de lui-même. Comment? Par le jeu endogène des forces de la vie passionnelle. Voilà. C'est le jeu spontané des mécanismes affectifs collectifs qui font sortir de l'état civil et entrer dans l'état de nature. Encore faut-il d'ailleurs abolir cette dichotomie, et je viens de citer la lettre 50. Hein. Il n'y a pas cette dichotomie, précisément, c'est la grande différence d'avec Hobbes. Ce qu'on appelle l'état civil est en fait l'état de nature poursuivi par d'autres moyens, et n'est pas différent. Voilà. Ok, il y aurait beaucoup de choses on aimerait bien continuer la discussion, mais on laisse les personnes qui veulent intervenir, soit pour objecter ou poser des questions. Il faut demander un micro et essayer d'être assez court. Merci à tous les intervenants et la salle, bonjour à la salle.
Et donc je voulais seulement... je suis toujours un peu émue quand je parle en fait. Je voulais seulement reprendre les propos de Bernard Stiegler par rapport à Saatchi et Saatchi. C'est que en fait Saatchi et Saatchi récupèrent aussi le monde de l'art parce qu'ils créent des faux artistes, etc. Enfin, je ne vais pas citer, qui tout le monde a entendu parler dernièrement. Et j'ai aussi, il ne faut pas oublier non plus Monte Santos, parce que c'est quand même la vie qui est en jeu. Donc je pense que tout ce dont vous parlez, enfin, toute l'économie détruit complètement toute la vie et l'humain, et c'est à son profit, c'est quand même très grave. Donc vive l'art et le vrai art, et vive les vraies personnes humaines. Merci. Jean-Paul Kersanti. Moi aussi, je veux remercier infiniment les intervenants et votre dialogue. Une question très courte. Des marchés qui fonctionnent en permanence à l'excès, sont-ils encore des marchés? Peut-on continuer à parler de marché financier? Ou bien faut-il profiter de cette crise pour faire une sorte de balayage sémantique important, lequel, le cas échéant? On va prendre d'autres questions, si vous voulez. Merci Jean-Paul. S'il y en a d'autres, oui, il y a un monsieur en haut, dans la salle. Oui, je voudrais beaucoup remercier les intervenants. Je crois que c'est très nécessaire en ce moment de critiquer la théorie de l'efficience des marchés, parce que je partage votre analyse, c'est une des causes de la situation actuelle, et je crois que c'est très sain, effectivement, d'arriver à parler des croyances, des représentations collectives. Moi, je voudrais relancer un petit peu les choses et vous poser une question sur ce que j'appellerais l'identification. C'est-à-dire, est-ce que la donne identificatoire n'est pas finalement très décisive dans ces histoires de fixation de valeur? Je vais prendre un exemple. On a parlé tout à l'heure, je crois que c'est André Orléans, de la bulle Internet. Moi, je me souviens qu'à cette époque, les valeurs Internet, on disait, elles sont sexy. Et c'était un argument énorme par rapport à la vieille économie. Elles étaient faites par des jeunes qui avaient fait des choses dans des garages, qui s'étaient lancés, qui allaient conquérir le monde, bien entendu. Et en même temps, ils étaient vertueux. C'est-à-dire qu'ils dormaient la nuit sur des matelas, et puis ils travaillaient, ils attendaient d'arriver à la bourse, évidemment. Bon, c'était une vertu liée à une certaine cupidité, mais ils étaient vertueux quand même, et ils allaient amener la vertu dans l'économie. La nouvelle économie était vertueuse. Voilà peut-être un exemple de ce qui a poussé les gens à tous vouloir posséder ces valeurs, à leur donner une immense valeur. Et donc par rapport au conatus, c'est peut-être une variante du conatus ou quelque chose de complémentaire, c'est-à-dire que l'homme veut persévérer dans son être, mais peut-être aussi est-il toujours en quête de soi, en quête de forme, et à travers ses valeurs, il se joue aussi sa valeur à lui. Un dernier mot, puisqu'on a parlé d'esthétique, je voudrais quand même épingler un petit peu le combat entre Bernard Arnault en France et Pinault. Voilà des gens qui spéculent sur l'art, qui achètent, qui sans doute commettent aussi quelques manipulations dans le monde de l'art, mais qui se donnent finalement, grâce à la montée des prix et à leur collection, une certaine image de mécènes, d'hommes cultivés, mêlant leurs affaires à cette image, à cette présentation de soi, à cette identification que leur permet là aussi la valeur. Voilà, je voulais un petit peu avoir votre opinion sur ces questions d'identification. On prend encore une question, puis après on s'arrêtera si elle répond, si vous voulez. Merci. Merci pour votre vos présentations. Moi j'avais... alors il y avait un point qui était un peu flou là pour moi juste aux sorties. C'était de savoir si vous mettiez l'affect ou les affects, parce que peut-être vous en définissiez donc plusieurs, du côté du hors valeur, de quelque chose qui serait en amont ou qui excéderait cette question de la valeur. Et du coup, à côté, je vous poserai cette question. Est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'il n'y a pas eu aussi, enfin, est-ce qu'il n'y a pas dans ce processus
d'édification de la valeur, en fait une tentative de mettre la main, ou en tout cas de mettre des mots, sur le hors-valeur. La valeur fondamentale, est-ce que finalement c'est tant que ça une valeur qui se vaut pour vrai, ou est-ce qu'elle n'est pas plutôt quelque chose qui est une tentative de mettre la main sur le hors-valeur pour éviter que cette hors-valeur revienne hors contrôle? On s'arrête là pour le moment. Ah, oui, oui. Je commence alors sur la première question, alors sur la question de l'excès et des marchés financiers. Moi-même, j'ai donc parlé d'excès tout à l'heure. Je voulais dire exactement par ça, d'abord c'est vrai qu'on a constaté cet excès, et c'est plus généralement sur le fait qu'il me semble qu'il y a un problème dans la mécanique financière elle-même qui ne génère pas des contre-forces, contrairement à ce qu'on dit sur la concurrence. Donc la concurrence financière, en effet, a cette caractéristique d'amplifier les mouvements, donc d'aller dans le sens du mouvement, et donc évidemment ça en fait une structure très instable. Alors, je crois que ce constat, cette hypothèse qu'on pourrait appeler hypothèse d'instabilité financière, ce constat est très important parce qu'il s'ensuit une politique, et que je voudrais vous faire remarquer, à mon sens, qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout le constat qui est fait. Le constat qui est fait, c'est que les marchés financiers fonctionnent très bien, mais qu'ils ont été pervertis, alors, soit par la cupidité ou par l'immoralité, disons dans les versions les plus frustes, mais surtout qu'ils ont été, pour les techniciens, qu'ils ont été pervertis par l'opacité des produits structurés. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu des produits structurés, et c'est vrai qu'ils étaient opaques, mais dans la manière dont on présente les choses aujourd'hui, au fond, ce n'est pas le mécanisme financier qui est en cause. Il a bien marché, mais simplement, les produits étaient mal dessinés, et que si on les dessinait bien, ça irait mieux. Donc, en effet, je crois qu'il y a derrière ce constat, il y a un problème de qu'est-ce qu'on fait des marchés financiers. Il y a évidemment plusieurs perspectives qui sont ouvertes. Aujourd'hui, la perspective, donc, qui me semble être... et les deux, évidemment, c'est ça le problème, c'est qu'elles utilisent tous le terme régulation. Le terme régulation et dérégulation est devenu des choses trappes énormes, puisqu'on appelle la dérégulation, ça a été aussi une politique de régulation autour de la concurrence. Donc, il y a là, enfin, évidemment, on comprend aussi pourquoi on peut parler de dérégulation, mais enfin, il faut se méfier sur les termes. Le politique a été toujours extrêmement présent, comme nous le savons, dans la construction de la concurrence financière. C'en était l'aiguillon massif. Donc, c'est bien une politique, c'est une politique de la concurrence. Et aujourd'hui, donc, la question, on met régulation, mais il y a plusieurs régulations possibles. La régulation qui me semble être mise en avant aujourd'hui, c'est une régulation qui continue à faire du mécanisme financier le cœur du problème, en disant il faut que tout soit bien pour qu'il marche bien. Mais l'idée fondamentale reste que la variation des prix financiers est le bon processus d'allocation du capital à l'échelle mondiale. Et c'est ça qui me semble qu'on doit remettre en cause. Mais alors là, vraiment, on est ultra minoritaire, parce que j'ai jamais, quasiment personne, j'ai jamais entendu ça quelque part, enfin je veux dire entre nous, mais... Donc l'idée que c'est, en fait, c'est la question financière elle-même. Alors là, il y a plusieurs manières de la... On a chacun nos opinions là-dessus. Donc c'est ça, il faut revenir sur ce mécanisme financier. Donc de ce point de vue-là, vous avez raison, mais on n'en entend vraiment rien, parce que le terme de régulation, il faut bien le comprendre, c'est une régulation pour la concurrence financière. C'est une régulation qui permet, il faut que les marchés, il faut qu'il y en ait plus, parce qu'ils marchent bien, etc. Et simplement, il faut éviter, malheureusement, il y a eu des produits qui étaient très opaques, qui ont fait que ça n'a pas bien fonctionné, mais sinon c'est bien fonctionné. Bernanke, que je citais, c'est exactement sa thèse. Les marchés étaient près des marchés officiants et pas de chance, ça n'a pas marché. Ce qui est d'ailleurs un argument, je finis là-dessus puisqu'on n'a pas le temps, mais c'est un argument très drôle parce que c'est souvent un argument qui revient sous la plume des libéraux, qui est une pensée que je respecte par ailleurs, mais ils sont toujours, en quelque sorte, c'est une politique qui a un problème, c'est qu'elle ne fonctionne que si tout est absolument comme le modèle. Et comme évidemment, ça devrait être déjà un argument qui montre que ce n'est pas une bonne politique, parce que les politiques qu'on met en œuvre, elles sont forcément approximatives par le modèle. Si n'importe quel type d'approximation nous envoie dans la catastrophe, il ne faut pas choisir ça. Et donc à chaque fois, il y a un truc qui n'a pas marché, soit les banques étaient trop régulées, soit les produits étaient opaques, etc. Donc je crois qu'en fait,
C'est ça qui est en cause, et j'en trouverai juste une preuve qui est assez évidente, c'est que les marchés financiers produisent systématiquement des bulles et des cracks. Ça existe tous les 5 ans, on le voit tout le temps, l'immobilier on en a eu des tas, etc. Donc il ne faut pas chercher au-delà, c'est le mécanisme lui-même qui est en cause. Point final. Et les autres questions sont... Bon, moi je vais reprendre dans le sillage exact de ce qu'a dit André. C'est vrai que alors, des propos plus polémiques ont parlé de stalinisme de marché, et très honnêtement, moi je n'ai pas de désaccord fondamental avec l'idée, c'est-à-dire le fait que tout ne marchera pas conformément au modèle tant qu'on n'aura pas extirpé, éradiqué de la réalité tout ce qui fait écart au modèle. Et là, il y a un schème intellectuel qui est absolument récurrent et qu'on voit revenir à chaque crise financière notamment, mais pas seulement. Il faudrait voir ce qui a été dit sur les échecs de la transition au marché, entre guillemets, des ex-pays socialistes, c'est absolument édifiant. Et alors, ce qui est formidable, c'est que d'une crise à l'autre, c'est le manège enchanté qu'on revoit. On voit revenir toujours les mêmes choses. Il y a un parallélisme formel, si vous voulez, entre la crise présente et celle de juste avant. C'était quand même début des années 2000, la crise Internet. C'est très stupéfiant, ce sont les mêmes arguments. Déjà, on invoquait les hors-bilans, l'opacité des special purpose vehicles, le défaut de moralité, le truc et le machin. Vous voyez, moi j'avais écrit un petit bouquin après la crise Internet en 2003, et honnêtement, au début, je me suis dit, je vais faire simple, je reprends, je change les noms propres, et ça marche tout pareil, quoi. Et parmi ces choses qui reviennent alors de manière insistante, il y a ce que vous avez dit, monsieur, c'est sur ce problème que vous appelez d'identification. Je ne comprenais pas trop au début, mais là, je pense, j'ai compris. L'idée, je vais essayer de généraliser votre propos. Il y avait des valeurs qui étaient dites sexy, inhabituelles, etc. Si vous l'envisagez au niveau d'abstraction suffisant, vous avez exactement les mêmes choses dans la crise présente. Alors simplement, tout ça se concentre, tout ça va se loger dans un terme générique qui s'appelle innovation. Voilà. Alors l'innovation, c'est un truc qu'on peut envisager dans ses dimensions techniques, et moi je pense que pour lire ces crises, il faut l'envisager plutôt dans sa dimension sociale, et c'est-à-dire comme croyance. Voilà, on y revient. Et alors qu'est-ce que c'est que l'innovation? Alors en général on peut utiliser des termes ronflants, hein. On dit c'est un nouveau paradigme. D'ailleurs on use et on abuse du truc nouveau. Je veux dire, le nouveau machin, c'est le truc qui permet de justifier qu'il se passe des choses qu'on ne pouvait pas espérer avant. Par exemple, vous avez des produits qui sont cotés, dont le risque est coté AAA, mais qui vous donnent une rentabilité très supérieure au AAA d'avant. Ah bah ça, comment ça se fait? C'est parce qu'il y a eu un truc nouveau, il y a eu une innovation. Bon, voilà. Et bon. Donc, le nouveau paradigme, c'est le truc qui permet de croire à l'incroyable et de justifier l'injustifiable. Et alors en particulier, la chose injustifiable à justifier, je le dis en termes techniques, c'est qu'il y a eu un déplacement de la courbe rendement-risque. C'est-à-dire qu'on peut gagner plus à risque équivalent ou risquer moins à rendement équivalent. Et il faut cette gigantesque machinerie sociale de la croyance pour précipiter les agents dans ces directions-là. Alors, sur l'affect et le hors-valeur, je ne suis pas sûr de bien répondre à votre question, mais je dirais la chose suivante. L'affect n'est pas complètement hors valeur, il est dans une certaine valeur, parce qu'il y a la polarisation affective élémentaire, c'est celle de la joie et de la tristesse. Hein. La joie, chez Spinoza, c'est une variation de la puissance d'agir, c'est une augmentation de la puissance d'agir du corps et de la puissance de penser de l'esprit. La tristesse, c'est une diminution. Donc, alors ça, si c'est pas valorisant, qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, c'est bien pour ça que les affects sont inducteurs de valorisation. C'est précisément à ce motif-là. C'est-à-dire qu'il y a des valorisations. Les affects valorisent, mais ils valorisent d'après la norme immanente du conatus. Voilà, c'est ça. J'ajouterais juste il y a quelque chose dans ce que vous dites qui effectivement qui correspond un peu à ce qui se passe, c'est que donc en effet, quand la valeur fondamentale, comme on l'a montré, c'est pas au fond, c'est pas normalement conceptuellement, ça n'a aucun rapport avec le prix. Le prix, c'est lié à ce mécanisme d'opinion de marché. Mais c'est vrai que pour les acteurs, quand ils essayent de la saisir, ils vont essayer de l'objectiver, donc ils vont essayer de construire un modèle. Donc il y a quelque chose de vrai dans ce que vous dites. C'est-à-dire la valeur fondamentale, c'est une manière pour les acteurs d'essayer d'objectiver ce truc qui est quand même évidemment extrêmement compliqué puisque c'est des interactions multiples
Et ils appellent ça la valeur fondamentale. Ça serait, on peut dire comme ça, ils essayent c'est la manière dont ils essayent de se représenter la situation pour pouvoir agir sur elle. Et donc, ils peuvent se tromper et ils peuvent avoir raison. Mais dans ce cas-là, c'est très différent, disons, c'est très différent du rôle qu'on la donne dans la théorie de l'efficience, vous voyez. Mais c'est vrai que quand vous êtes sur un marché, ça va être compliqué. Donc, est-ce que les autres vont acheter ou pas? Ça dépend de vos... Alors que vous allez avoir tendance à essayer de dire « Ah ben ça, je sais pas, c'est Coca-Cola, c'est bien, tout le monde en boit. » Bon, voilà. Donc il y a quelque chose de vrai dans cette objectivation qui permet de diminuer l'inconfort et même quelquefois de gagner de l'argent. Il reste 7 minutes. Donc il y avait une personne qui voulait dire quelque chose, là. De la libre concurrence qui amène à des systèmes de monopolie, de monopoles totaux, avec... l'affirmation d'un prix au final sur n'importe quoi. Et cette valeur, justement, sera complètement absolue puisqu'il n'y aura plus qu'un acteur sur l'ensemble du marché mondial. Donc il démonte dans son livre « Quand le capitalisme perd la tête » tous les mécanismes qui font, d'une part, les institutions chargées de contrôler les marchés qui sont tout à fait acquises à ces gens qui sont finalement leurs clients. Donc comment, effectivement, il n'y a aucune régulation, ça depuis Reagan. Puis ensuite, bon, lui a fait partie de l'administration Bush, de l'administration Clinton, ils se sont retrouvés face à un bras de fer avec la Réserve fédérale. Donc, mais il fait actuellement une tournée dans le monde pour dire comment le néolibéralisme amène les populations du monde entier à être en compétition avec des enjeux drastiques, quoi. Voilà. Mais c'est quand même quelqu'un qui tire les sonnettes d'alarme, qui l'a fait déjà depuis un certain temps, qui n'est pas forcément entendu, mais qui prône effectivement une régulation des marchés pour simplement que ça évite le dérapage avec les conséquences que ça a pour la planète et les populations. Merci beaucoup. On va prendre l'autre question. Pendant que vous y allez, je vais juste comme ça pointer, mais je n'ai pas une réponse par rapport au circuit de l'affect. Voilà. Qu'est-ce que vous auriez à dire de Gilbert Simondon? Parce que l'individuation psychique collective, ce que j'appelle moi la transindividuation, je pense que ça apporte pas mal de choses dans la suite de Spinoza. Ça va un petit peu dans le sens de ce que vient de dire Madame. J'ai deux questions. La première, c'est est-ce que la théorie des marchés libres, au-delà de quelques philosophes qui ont cru que ça apporterait bien à tout le monde, n'a pas toujours été instrumentalisée dans la politique des États? Alors des États qui avaient une économie suffisamment puissante pour penser que déréglementer leur pays pour envahir mieux d'autres États, je pense qu'on en est un petit peu là. Et la deuxième, c'est une question qui vient depuis la crise et qui peut-être n'est pas assez discutée en France, c'est celle de la valeur du travail dans la production de richesse. On ne cesse de dire que la valeur du travail dans la production de richesse diminue au profit de création de richesse financière. En parlant tout récemment avec une prof d'éco, je lui dis je ne suis pas économiste, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas augmenter les salaires, donc augmenter la part de la richesse créée par le travail? Elle me dit mais le travail, on s'en fiche à la limite. Donc autrement dit, les travailleurs, on s'en fiche. C'est comme si dans la pensée des économistes, parce qu'elle était la personne à qui je parlais était formée toutes ces 10 dernières années par une économie mathématisée qu'on connaît, avait finalement éludé la part du travail. Voilà, c'est mes deux questions. Si vous arrivez à répondre en 2 minutes. Vous avez 4 minutes. Donc 2 minutes chacun, c'est ça? Oui. Donc oui, c'est vrai, vous avez raison sur Stiglitz qui dit des choses tout à fait intéressantes. Je dirais juste un point, un point qui est pour nous important, c'est que il le fait, c'est la question du cadre théorique, mais c'est vrai que pour ce qui est de la question des pratiques, c'est peut-être pas très intéressant. Mais disons qu'il développe aujourd'hui des choses, maintenant qu'il a eu le prix Nobel et qu'il est sorti de la vision académique, qu'il n'écrivait pas quand il était académique. Donc ça ne change rien à l'intérêt de ce qu'il dit. Mais il n'a pas essayé, je lui reprocherais, c'est que quand il était théoricien, il n'a pas essayé au fond suffisamment, un peu, parce que c'est compliqué, il a inventé ce qu'on appelle les asymétries d'information, qui est quand même une critique du marché.
mais il n'a pas essayé suffisamment d'intégrer dans la théorie. Il a été un peu schizophrène, mais bon. Il n'aurait pas eu le Nobel. Il n'aurait pas eu le Nobel. Donc il avait un conatus intelligent. Ouais, c'est ça, donc c'est un... Et pour ce que vous dites, oui, c'est tout à fait, les deux vous avez raison, c'est-à-dire sur les marchés libres, c'est vrai que ça a été, par exemple, on sait bien le rôle de la Grande-Bretagne dans l'extension du libéralisme, etc. Mais c'est quand même un peu devenu différent aujourd'hui, c'est-à-dire que même si ça continue bien entendu à correspondre à des intérêts, c'est plus forcément des intérêts d'État. Ça devient plus une idéologie qui correspond à certains groupes de l'ensemble de la planète plutôt qu'à des États et des territoires. Quant à la valeur du travail, je crois que ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, c'est la fragmentation du marché du travail qui fait qu'il n'y a pas de force de même niveau que la puissance du capital. Mais évidemment, ça a été une des sources de la crise, puisque les salaires réels, il y a une pression au salaire réel qui est énorme et qui est liée intrinsèquement à l'exigence de rentabilité. C'est une chose que, d'ailleurs, on voit que ça a heureusement revenu dans le débat, mais cette question du partage salaire-profit est tout à fait centrale, et c'est là-dessus qu'il faut peser si on veut que les choses changent. Mais pour ça, il faut aussi que la structure financière change, parce que c'est là qu'est le pouvoir de l'imposer. Je vais répondre simplement à la première de vos questions. Je n'ai rien ajouté sur tout ce qu'a dit André à part ça. Et, oui, les théories en général, enfin les théories sociales et la théorie des marchés libres en particulier, sont des instruments symboliques au service des entreprises de pouvoir, de groupes d'intérêt. Bon. Alors, c'est peu dire que la théorie des marchés libres aura servi à ces instrumentalisations-là, mais le point et c'est pour ça que je voulais ajouter une chose, c'est que ces instrumentalisations ont changé de nature avec le temps. Car si elles ont été un moment ce que vous dites, en effet, je pense qu'elles ont changé de point d'application, et qu'à l'heure actuelle, la théorie des marchés libres n'est pas instrumentalisée pour soutenir idéologiquement ou symboliquement des projets d'envahissement commercial d'autres pays, etc., mais à une autre fin qui pourrait être de rediscipliner le salariat, me semble-t-il. La mondialisation, vous savez, ce terme absolument fourre-tout, qu'on pourrait définir un peu plus précisément comme le projet de déréglementation sur la base aussi profonde et aussi étendue internationalement que possible de tous les marchés, des biens, des services, de la finance, du travail, créer des conditions qui renverse complètement, qui modifie complètement l'équilibre du rapport de force entre le capital et le travail, et qui le déplace d'une manière absolument considérable par rapport à ce qu'il était dans la période anti-mondialisation, c'est-à-dire dans les années 45-75, si vous voulez. Et c'est pas seulement une affabulation un peu paranoïde de ma part, que je suis en train de vous livrer, mais il y a un certain nombre d'idéologues libéraux, notamment aux États-Unis, qui ont contribué à développer ces thèses-là au service d'un agenda politique absolument explicite, puisqu'il s'était lui-même donné pour nom le rollback agenda. Et qu'est-ce qu'il s'agissait de rembobiner? Il s'agissait de rembobiner le New Deal. Voilà. Il s'agissait de renvoyer la société américaine à l'époque de Theodore Roosevelt. Bon, donc, voilà, c'est comme le porcelaine, juste écrit dessus, quoi, vous voyez. Merci beaucoup à vous deux. Je vais remercier le Théâtre de la Colline aussi pour l'accueil, une fois de plus, et tout le personnel là, qui nous ont aidés à